38 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du Burkina Faso. Cet appui financier est fait par l'Agence française de développement. 3 projets seront mis en œuvre grâce à ce financement. De quel projet s'agit-il? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis, cette autre question, y a-t-il eu des retenues abusives effectuées sur les traites des salaires des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement? Non, selon le premier responsable de ce département ministériel qui réagit à la rumeur qui circule ces temps-ci et qui provoque des incompréhensions au sein du Minefida. La réaction du ministre Lassane Kaboré à suivre dans cette édition. Elles ont atteint un niveau qui commande des actions à la fois rapides et efficaces. Les catastrophes naturelles sont au centre d'une rencontre de partage d'expériences à Bucarest en Roumanie. La rencontre regroupe des représentants des pays de l'ACP et de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que ce matin, à la primature, l'on a parlé de la mise en œuvre du programme d'appui du Fonds monétaire international au Burkina Faso. Le représentant résident du département Afrique du FMI a été reçu par le chef du gouvernement. Christophe Marie-Joseph Dabiré a également reçu une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA. Le point de ces deux audiences avec Daouda Ouattara et Maïmouna Traouri. Le Premier ministre reçoit le représentant résident du département Afrique du Fonds monétaire international. Au centre de les échanges, des questions relatives à l'économie du pays et particulièrement le programme d'appui du FMI. On a parlé de la mission de l'équipe du Fonds monétaire international qui va venir ici à Burkina Faso pendant le mois de mai pour la deuxième revue du programme. Et avant ça, il y a monsieur le ministre des Finances qui va se rendre à Washington pour les assemblées du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. En général, on trouve que le programme est sur le bon voie. On va continuer les discussions et on attend que la coopération fructueuse entre le gouvernement burkinabé et l'FMI va continuer sur ce bon pas. En réunion au Burkina Faso, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine rend visite au Premier ministre. Une visite de courtoisie à un ancien commissaire de l'UEMOA. Monsieur le Premier ministre, lors d'une vie antérieure, a eu à faire plusieurs communications très intéressantes au profit du CIP. C'est un monsieur bien connu, une personnalité bien connue du CIP. Et il fallait qu'on soit avec lui pour quelques moments d'échange. Le comité interparlementaire de l'UEMOA compte 40 députés en raison de 5 députés par pays membre. Et justement, les parlementaires de l'UEMOA ont entamé leur concertation depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de la première réunion de l'année 2019 du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au menu de cette réunion, l'élaboration d'un programme d'activité et des échanges sur des sujets d'intérêt pour les pays de l'espace UEMOA. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Abdoul Rasmane Zongo. Ils sont une quinzaine de députés issus de 8 pays de l'espace économique et monétaire ouest-africain à confirmer effectivement leur présence à Ouagadougou à cette première réunion du comité interparlementaire de l'UEMOA et au compte de l'année 2019. Il s'agira de définir le programme d'activité, les grandes préoccupations qui s'annoncent, comment œuvrer pour que le CIP se transforme en parlement et qu'il fonctionne de façon régulière. Et nous avons le point d'autonomie de gestion de notre institution sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Et nous avons des problèmes qui minent notre région, notamment la traversée de la Méditerranée, des problèmes des jeunes, donc de la migration, de l'emploi des jeunes, etc. Ces parlementaires ont globalement une semaine pour se pencher sur divers sujets et dont la résolution concourt d'une part à plus d'autonomie de gestion du CIP, comité interparlementaire de l'UEMOA, et d'autre part à une meilleure harmonie entre le dit comité et les autres organes de l'institution sous-régionale.
Dans l'actualité également, l'Agence française de développement met à la disposition de l'État burkinabé 38 milliards de francs CFA. Cet appui financier servira à mettre en œuvre 3 projets de développement dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture. La signature de la convention de financement est intervenue ce matin entre l'AFP et le gouvernement. Le compte rendu de Alidou Badini et Estelle Judith Assorba. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et la République française réaffirmées à cette cérémonie. L'Agence française de développement offre à travers ses multiples signatures une enveloppe financière de 58 millions d'euros, soit 38 milliards de francs CFA. Un montant destiné à financer 2 projets régionaux d'interconnexion électrique dorsale nord et un projet régional d'agriculture contractuelle et transition écologique. On signe aujourd'hui cette convention, il y en a eu 2, mais l'une sur le développement de ce qu'on appelle la dorsale nord, c'est-à-dire un réseau électrique qui rejoint le Burkina Faso, le Niger, un peu le Bénin et le Nigeria. Donc, ce qui permet que vous allez vendre vos électricités jusqu'au Nigeria et réciproquement. Ce qui permettra d'avoir un marché de l'électricité régionale. L'autre secteur, c'est l'agriculture, donc agriculture écologique, on va dire. L'idée est là de s'adresser beaucoup plus à directement aux producteurs, à des plus ou moins petits producteurs, donc pour les aider à développer une agriculture qui puisse ensuite répondre aux besoins, non seulement à leurs propres besoins, mais aussi en vendant sur le marché local, national ou international. Les 2 projets concernant le secteur de l'énergie s'inscrivent dans le cadre du système d'énergie électrique ouest-africain. Ils vont coûter à l'échelle régionale près de 600 millions d'euros. Ces projets prévoient des réalisations d'ouvrages dans 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. C'est un ouf de soulagement que nous avons aujourd'hui. C'est un projet qui va impliquer près de 4 pays donc de la sous-région, mais aussi qui va donner des débouchés, en tout cas beaucoup de potentiel pour le secteur donc de l'énergie. Cet accompagnement va nous permettre réellement de booster notre économie. Les réalisations qui s'effectueront du côté du Burkina Faso permettront à notre pays d'importer 150 MW en sus de la production locale dès 2022. Le projet Dorsal Nord répond au choix stratégique du gouvernement de promouvoir le mix énergétique. Il est le plus important projet dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Nous restons au ministère de l'économie, des finances et du développement où règne une ambiance d'incompréhension entre les agents suite à une rumeur. Cette rumeur fait cas de retenues abusives, des traites sur les salaires des agents du Minefid suite à l'encadrement du fonds commun. En réaction ce soir, le ministre Lassane Kaboré rassure qu'il n'en est rien. Nous suivons ses explications dans ce élément signé Konsoun Koulibaly et Pascal Kane. Ce qui est dit m'étonne parce que toutes les banques, je dis bien toutes les banques, savent que la loi donc oblige à respecter le principe de ne retenir au maximum que la quotité cessible, qui est du tiers du salaire. C'est pourquoi je dis que je suis étonné, parce que nous ne sommes pas au courant d'un courrier, et nous sommes étonnés que des banques saisissent, et si cela s'avérait, il faut que les premiers responsables soient interpellés. Et nous avons instruit le directeur général du Trésor à rappeler à l'ensemble des banques sur l'obligation de respecter strictement la loi. Pour moi, ce qui se passe, je pense qu'il doit y avoir peut-être des déficiences d'information que nous devons tous travailler avec les partenaires sociaux à combler. Il faut qu'ils le savent, ils sont des finances, il faudrait que l'information juste soit donnée aux travailleurs. Et nous sommes en train de travailler sereinement parce que lorsque la loi a été adoptée à l'Assemblée, il a été dit dans cette même loi que dans la mise en œuvre, nous devons réfléchir aux dispositions, aux mesures d'accompagnement. Et donc nous sommes en train de réfléchir sur ces mesures d'accompagnement ensemble pour voir comment faire en sorte que nous ne nous retrouvons pas, bien sûr, avec des agents qui sont dans des difficultés extrêmes. Donc ce travail est en cours. Et avec bien sûr la concertation, l'appui des différents partenaires sociaux. Et nous souhaitons que chacun puisse en tout cas garder la sérénité et le calme, y compris l'ensemble des travailleurs du ministère, pour qu'ensemble nous puissions continuer de bâtir ce pays et de bâtir bien sûr un ministère fort
et utile pour nos compatriotes. La Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso fait le point de ses activités réalisées en 2018. Le bilan est jugé satisfaisant avec près de 80% comme taux d'exécution des activités prévues. Les élus et membres consulaires de la CCBF ont rencontré la presse ce matin pour dresser ce bilan et saluer les actions du gouvernement au profit du développement de l'économie nationale. Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. La commémoration des 70 ans de la Chambre de commerce, la facilitation de l'obtention des visas d'affaires pour plus de 200 opérateurs économiques, la création de plus de 12 000 entreprises et la tenue du 5e Forum Africalia sont entre autres les activités menées en 2018 par la Chambre de commerce. 870 684 imprimés ont été vendus dans le cadre des opérations d'import-export. La formation de 1142 apprenants au centre de formation en transport routier et activités auxiliaires, l'évolution significative du projet de mise en place de la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise SACFIN SA. Nous avons aussi, à travers nos structures spécialisées, à savoir l'Institut supérieur du génie électrique, pu former 224 étudiants. En 2018, la Chambre de commerce a également procédé à la réception du nouveau siège de la Chambre à Lomé, au bornage du site de construction du port sec de Ouagadougou et à la construction des délégations consulaires régionales de Manga et de Dédougou. La capacité de résilience des gouvernants et des acteurs économiques a permis de maintenir notre économie sur les sentiers de la croissance. C'est pourquoi je salue l'œuvre inlassable du gouvernement pour assurer à notre cher pays la stabilité et le développement économique. Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la mandature 2016-2021. Et en 2019, la Chambre compte passer à la vitesse supérieure dans l'exécution de ces plans. Elle envisage la mise en œuvre des projets clés comme le projet d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest et le projet de transformation industrielle et artisanale pour un montant de 70 millions de francs CFA. Et puis cette information sous forme de brève qui vient de nous parvenir, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a tranché en faveur du Burkina Faso dans l'affaire l'opposant aux sociétés du groupe Pan-African Minerals au Burkina Faso au sujet de la mine de manganèse de Tambao. En rappel, en décembre 2017, Pan-African Minerals saisissait la Chambre de commerce internationale de Paris pour demander des dommages et intérêts suite à la suspension de son permis d'exploitation par le gouvernement de la transition de janvier à décembre 2015. Autre point de l'actualité avec cette nouvelle. Dans les jours à venir, l'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou connaîtra une évolution avec plus de 100 MW qui seront injectés dans le réseau de la Sonabel. L'information est donnée par les premiers responsables de la compagnie de gestion électrique du Ghana, principal fournisseur de ce réseau. En marge à des échanges entre Ghanéens et Burkinabés, une visite a été organisée à la centrale électrique des Aktouli. Konsun Koulibaly et Vincent Tchendra. Les responsables de la compagnie de gestion du réseau électrique ghanéen Greenco sur le site de la centrale électrique de Zaktouli. Accompagnés du directeur général de la Sonabel, ils sont allés visiter les installations de l'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou. Une visite qui exprime une volonté de redynamiser la fourniture électrique. Une fourniture qui s'élèvera à près de 150 MW d'ici la fin du mois d'avril. Au moment de la mise en service de la ligne d'interconnexion Bolgatanga et Ouagadougou, ou qu'on appelle Nayania-Ouagadougou, et la puissance maximale qu'on pouvait transiter sur cette ligne était de l'ordre de 50 MW. Et actuellement, Sonabel a exprimé son besoin d'accroître cette puissance-là parce qu'il y a besoin d'alimenter les populations. Alors nous sommes venus voir de plus près et échanger ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que ceci devienne réalité, et passer de 50 MW à 100 MW, voire 150 MW. Nos discussions sont en tout cas en train de progresser dans le bon sens. Et ils ont
des travaux à faire de leur côté pour renforcer leur système. Et ces travaux sont en finition. Et selon ce que nous avons compris, d'ici fin avril, ils pourront en tout cas nous donner ce que nous souhaitons. La ligne d'interconnexion avec le Ghana a été mise en service en juin 2018 et sa capacité de fourniture en électricité s'élève présentement à près de 50 MW. Cet accroissement de la fourniture électrique devrait aider à soulager les consommateurs burkinabés en cette période de canicule. On apprend aussi que le projet d'extension du réseau des gazoducs de l'Afrique de l'Ouest vers le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est en bonne voie. L'étude de faisabilité a été validée par le Conseil des ministres de la CEDEAO. Actuellement, les experts sont à Ouagadougou pour définir une feuille de route pour la mise en œuvre de ce projet qui prévoit un réseau d'une longueur de plus de 5000 km. Kwale Nebie et Maïmouna Traouri. En 2011, la CEDEAO a mis en service le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, une infrastructure qui fournit du gaz naturel depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana pour la production d'électricité. Depuis 2015, il est question d'étendre le réseau vers d'autres pays et la première phase concerne le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'étude de faisabilité est déjà réalisée. À cette réunion, les experts vont définir avec les parties prenantes les conditions et les étapes nécessaires pour le développement du projet. D'abord, c'est de voir l'actuel gazoduc, comment ça a été, tous les mécanismes institutionnels, juridiques, comment ça a été monté, comment ça fonctionne, tirer leur expérience. Maintenant, avec la phase 1 qui consiste à alimenter le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, donc naturellement, il faut penser au cadre juridique, cadre institutionnel, et faire élaborer une feuille de route. Pour le ministre en charge de l'énergie du Burkina Faso, le projet revêt une grande importance pour le pays. Notre industrie qui a des difficultés à cause donc, du coût du kilowattheure n'est pas à mesure donc, de compétir avec la sous-région. Et ce projet-là va nous permettre vraiment, que ce soit le secteur des mines, le ciment, les industries, les petites et moyennes entreprises, d'avoir vraiment une énergie moins chère. Et ça va nous aider nous tous. Et ça va faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse vraiment amorcer un décollage durable et certain. Le Burkina Faso salue cette initiative qui consiste à mutualiser les ressources et les efforts pour solutionner les questions d'approvisionnement en gaz naturel dans l'espace CEDEAO. Les catastrophes naturelles ont atteint une ampleur qui nécessite aujourd'hui une réaction à la fois rapide et efficace. C'est une inquiétude soulevée par les représentants des pays de l'ACP et de l'Union européenne. Ils se sont retrouvés ce 12 mars à Bucarest en Roumanie pour une rencontre de partage d'expériences dans la lutte contre les catastrophes naturelles. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération représente le Burkina Faso à cette rencontre. Le compte rendu de notre envoyé spécial Omar Zambri. Inondations, feux de brousse, sécheresse, voici entre autres quelques conséquences liées aux effets du changement climatique. Des conséquences qui n'épargnent aucun pays de la planète. Les pays durement éprouvés doivent faire face à ces dégâts et souvent seuls. C'est pour partager leurs expériences en matière de résilience aux désastres naturels que ces acteurs, ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique, d'Europe, des Pacifiques et Caraïbes et spécialistes sont réunis ici au Palais du Parlement à Bucarest en Roumanie. Pour le représentant du ministre des Affaires étrangères du Burkina, l'importance de cette rencontre n'est plus à démontrer. Nous sommes très contents d'avoir participé à cette conférence qui nous a vraiment édifiés sur les meilleures pratiques et les meilleurs exemples, les exemples positifs que nous allons essayer de capitaliser. Face au réchauffement climatique et à la recrudescence des catastrophes naturelles, une solidarité internationale s'impose. C'est clair qu'il faut une grande solidarité internationale parce qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté politique ou bien les institutions en place. Il faut quand même une certaine expertise technique et des moyens aussi financiers et logistiques pour pouvoir faire face à ce genre de fléau.
En vue d'aider les pays en voie de développement à mieux faire face aux effets du changement climatique, un fonds vert pour le climat a été mis en place. Mais les nations industrialisées ne se pressent pas pour mettre la main dans la poche. Nous avons remarqué que beaucoup de pays riches ne veulent pas contribuer au fonds vert pour le climat. Ils ne veulent pas nous donner l'argent pour notre résilience. Donc, les pays comme le Vanuatu doivent chercher l'argent ailleurs. Et pour cela, nous prenons au sérieux l'option d'ester en justice les grosses compagnies pollueuses. 90 compagnies industrielles produisent les 2/3 de la pollution mondiale. Elles font des millions et des millions de bénéfices et nous pensons qu'elles doivent payer pour nous. Tous les participants sont unanimes. Aucun pays ne peut faire face aux effets du changement climatique seul. Il faut une solidarité internationale et surtout des efforts pour le respect des accords de la COP21 à Paris. Vous l'aurez compris, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération a été représenté à cette rencontre de Bucarest sur la lutte contre les catastrophes naturelles. Nous revenons au Burkina Faso pour évoquer les nouvelles du jour sur le procès du putsch de 2015. Ce 12 mars marque le deuxième jour d'audition pour l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Le tribunal lui a adressé des questions d'éclaircissement en vue de confronter sa version à celle du général Gilbert Diendéré. Le point complet avec Zoubavier David Dabiré et Draman Guéné. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo a égrené en 3 points la feuille de route proposée au général Diendéré pour une sortie de crise. C'était à la rencontre du 16 septembre au début des faits. Les médiateurs, selon les témoins, ont demandé au général la libération des autorités de la transition, la rédaction d'un communiqué pour expliquer la situation à la nation et la mise en place d'un organe de suivi de la mise en œuvre des recommandations de sortie de crise. Avant de se prononcer, le général a souhaité repartir au camp, soumettre la proposition aux militaires du RSP. La séance est alors suspendue. Le général et le colonel-major Bourema Kéré sont allés consulter la base. À leur retour, la réponse est négative. Les soldats auraient dit niet. Pourtant, le général et le colonel-major Bourema Kéré avaient toujours nié être partis consulter les hommes. Mais face au président Jean-Baptiste Ouédraogo, le général a choisi de ne pas contredire le témoin. Même quand il y est poussé par le maître Prosper Farama, il refuse de rentrer dans le jeu. « Mon général, êtes-vous allé oui ou non consulter les hommes ?» questionne l'avocat. « J'ai déjà parlé de ce sujet » répond le général. Maître Prosper Farama poursuit. Le 29 septembre, quand vous partiez à l'ambassade des États-Unis, c'était pour une rencontre comme vous l'avez toujours soutenu ou alors pour chercher un refuge, comme le dit le témoin ici à la barre. J'ai déjà parlé de ce sujet, oppose le général. Dans l'imminence du bombardement, le témoin affirme avoir négocié avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique afin qu'il héberge le général pour assurer sa sécurité. Le diplomate américain a rejeté la demande et a conseillé l'annonciature où finalement le général s'est réfugié. Parlant de la reddition du RSP, le témoin a expliqué qu'un groupe de 132 soldats inconditionnels du général résistait jusqu'au dernier moment. Le commandement militaire a rédigé un communiqué de soumission qui devrait être lu par le général Diendéré. Et c'est le président Jean-Baptiste Ouédraogo qui devrait lui transmettre le document. Pour mieux comprendre l'existence de ce document, Maître Farama pose une dernière question au général qui oppose le même refrain « J'ai déjà parlé de ça ». Finalement, l'avocat jette l'éponge. Monsieur le Président, je crois qu'on ne va pas continuer dans cet exercice auquel le général ne veut pas participer. Maître Guy Hervé Cambrancheri, en droit de guerre, on ne tire pas sur le combattant qui n'est plus en état de belligérance. Le général a jeté l'éponge, il refuse totalement le combat, donc je n'ai pas de questions à lui poser. Aucune réaction de l'accusé, ce sont ses conseils, Maître Abdoulatif Dabo et Olivier Yelkouni qui ont apporté des nuances aux propos du témoin. Mais il est revenu sur l'épisode du bombardement du camp. Pour le général, il s'agit d'un acte populiste du commandement militaire qui a tenu à attaquer un camp vide pour faire inutilement du bruit.
Et je vous rappelle que la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a tranché en faveur du Burkina Faso dans l'affaire l'opposant aux sociétés du groupe Pan-African Minerals au sujet de la mine de manganèse de Tambao. En rappel, en décembre 2017, Pan-African Minerals saisissait la Chambre de commerce internationale de Paris pour demander des dommages et intérêts suite à la suspension de son permis d'exploitation par le gouvernement de la transition de janvier à décembre 2015. Nous poursuivons avec la deuxième session extraordinaire de l'année 2019 de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. La dite session a débuté ce matin à Ouagadougou et elle est consacrée à l'examen et à la validation d'un document, celui de l'avant-projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du Nakambe. Nous suivons la cérémonie d'ouverture de cette session avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau est un outil capital de planification, d'aménagement et de gestion des ressources en eau du bassin. Il oriente les programmes publics de développement et définit les règles de cohérence de la gestion des ressources en eau. Cette deuxième session extraordinaire de l'année 2019 va permettre aux membres de la Commission nationale d'examiner et de valider l'avant-projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin du Nakambe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer convenablement la ressource en eau dans notre espace? Et le document a donné l'orientation qu'il faut tout faire, malgré la rareté de la ressource dans cet espace-là, pour combler la demande de ces secteurs-là, parce que ça produit de l'emploi et ça crée une forte valeur ajoutée. Voilà. Et ce document aussi a donné comme grande orientation de consolider la gouvernance de l'eau dans notre espace. Le Burkina dispose déjà de 2 stages. Le stage qui a été élaboré dans l'espace de l'agence de l'eau de la boucle du Moun et également dans les cascades. Donc ce stage qui est en train d'être adopté, qui est en train d'être examiné au cours de cette session, permettra une meilleure maîtrise, une meilleure gestion de l'eau dans l'espace de compétence de l'agence de l'eau du Nakambe. Cette session, qui va durer une journée, va permettre aux différents acteurs de disposer d'un document consensuel conforme aux orientations du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, Horizon 2040. Le ministère en charge de la décentralisation veut se doter d'un plan national de communication et de soutien à la décentralisation. Il s'agit là d'une réponse à un constat qui montre une méconnaissance de la décentralisation par de nombreux Burkinabés, plus de 2 décennies après le début de sa mise en œuvre. Pour le moment, le plan national de communication et de soutien à la décentralisation est en cours de validation à Koudougou. Lassina Ouattara, Sanoua Christine Koulibaly. C'est l'un des outils essentiels des nouveaux référentiels de décentralisation au Burkina Faso qui est ici en examen. Le plan national de communication de soutien à la décentralisation. Pourquoi un plan de communication de soutien à la décentralisation? Parce qu'en faisant l'état des lieux, on s'est rendu compte que l'appropriation sociale et politique demeure un défi. Même s'il y a des efforts qui ont été réalisés, ça demeure qu'il faut encore plus d'efforts. C'est pour cette raison que nous avons élaboré ce plan de communication. Un plan bâti sur 2 axes, le renforcement de la communication sur la décentralisation et la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources financières et matérielles. Il engage des actions tant du côté de l'État, des collectivités territoriales que de la société civile. C'est-à-dire communiquer beaucoup plus avec la population pour leur donner les informations exactes et les susciter à venir participer aux actions, aux affaires de la gestion des communes. Parce que sans l'information, sans la communication, il est difficile de susciter la participation des populations. Une participation responsable des acteurs et un soutien aux politiques et programmes en matière de décentralisation. C'est donc la mission assignée à ce plan, élaboré pour 10 ans et assorti d'un plan d'action quinquennal 2018-2022.
En Algérie, les réactions tombent au lendemain de la décision de Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat. C'est une victoire pour les nombreux Algériens sortis dans les rues ces derniers jours pour dire non à la candidature du président sortant. Mais certains observateurs pensent que Bouteflika pourrait jouer les prolongations puisqu'il reste président jusqu'à la prochaine élection présidentielle qu'il a reportée à une date ultérieure. Scène de liesse hier soir dans les rues d'Alger. Ces Algériens viennent d'apprendre que le président Abdelaziz Bouteflika a décidé de renoncer à un 5e mandat. Une victoire pour ces manifestants après 3 semaines d'une mobilisation inédite pour exiger la fin d'un règne de 2 décennies. Mais leur combat n'est pas encore terminé. C'est la première étape réussie par le peuple algérien. On s'est débarrassé de Bouteflika et maintenant c'est tout le système qui doit disparaître. Franchement, aujourd'hui, pour nous, en Algérie, c'est une très très bonne nouvelle. Et ce qu'on s'attendait, c'est vraiment arrivé, quoi. On vit dans une prison, mais grâce à Dieu, on a gagné, on restera en paix jusqu'à la fin. Mais rapidement, la joie a laissé place au doute. Bouteflika renonce certes à un 5e mandat, mais annonce dans le même temps le report de l'élection présidentielle sans fixer de nouvelles dates. Le président algérien qui a fait une rare apparition hier soir à la télévision, au cours de laquelle il a accepté la démission du Premier ministre. Visiblement très affaibli, le regard vide, Bouteflika était rentré la veille de Genève après 2 semaines d'hospitalisation. Dans sa une ce matin, le quotidien algérien El Watan résumait la situation. Il annule la présidentielle mais reste au pouvoir. La dernière ruse de Bouteflika, écrit le journal. De son côté, l'opposition voit à travers l'allongement de ce 4e mandat une agression contre la Constitution. Les regards se tournent aussi vers l'armée. Dimanche, le chef d'état-major affirmait « Le peuple et les militaires ont une vision commune de l'avenir », semblant ainsi prendre ses distances avec le président Bouteflika, dont il avait soutenu la candidature. Que va-t-il se passer maintenant ? Dans sa déclaration, Abdelaziz Bouteflika annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale représentative de la société algérienne, laquelle sera chargée de fixer la date de la présidentielle. Mais Bouteflika l'assure, il ne sera pas candidat. Fin de ce journal, à suivre tout à l'heure à 21h l'émission Dialogue citoyen qui reçoit comme invité le ministre des Ressources animales et halieutiques. Avec lui, il sera question des engagements du président du Faso dans le département des ressources animales et halieutiques. Et après Dialogue citoyen, retrouvez Ruth Bini Ouattara pour la dernière édition du journal à 22h30. Merci de votre fidélité à la RTB.